La noblesse de la boue. Chapitre 16. Rosette et Dominique se sont retrouvées à la poste. Elles ont juste échangé quelques mots, le temps de fourrer 2 des paquets poste dans le sac de plastique bleu de Rosette. Les colis ne seront pas ouverts. Les oblitérations feront foi de la date et du lieu d'expédition. Il est convenu qu'elles s'ignorent durant tout le trajet. Dans le hall de la gare, chacune, parfaitement indifférente à l'autre, achètera donc son propre titre de transport. Dominique acquiert également un magazine derrière lequel elle compte bien dissimuler son impatience plutôt que d'en tirer quelque enseignement. Rosette, de son côté, agrippée de façon suspecte à son sac, taille une bavette avec la jeune personne assise auprès d'elle. Elles eurent peu à patienter. La fréquence du trafic est très régulière sur les lignes de cette importance. Quelle que soit l'heure, elles se retrouveront au seuil de l'agence devant les locaux de la BICT. Seul endroit où elles seront en sécurité, où elles espèrent bien être écoutées et comprises. Dominique est confiante, mais intimidée. Elle devine qu'ils connaissent déjà son identité. Il ne s'agit pas d'une démarche banale. Elle appréhende un peu la manière dont elle va présenter cette nouvelle affaire. Elle devra être d'autant plus claire qu'elle n'est pas inconnue de leur service. Elle s'inquiète aussi notamment de l'impression qu'elles feront toutes deux sur les agents de ce service officiel si mystérieux. Comment réagira Rosette en apprenant son identité et son lourd secret ? Un peu comme un commissariat, les bureaux de la BICT ne ferment jamais. Vous pouvez vous présenter à l'accueil à tout instant. On vous recevra, on vous écoutera, avant de vous guider vers le service compétent. Dominique, plus leste, plus jeune, plus dégourdie, ou simplement moins chargée, a été la première à la tête des taxis devant la gare. Il est donc normal que ce soit elle qui patiente maintenant. Quelques minutes seulement s'écouleront avant que le taxi de Rosette n'apparaisse au coin de la rue et s'immobilise juste devant elle. L'arrivée de Rosette sera tout sauf discrète, mais il ne manque que la fanfare. À grand-peine, elle tente de s'extraire de la place passagère avant. Elle ne lâcherait son paquetage pour rien au monde. L'étroitesse de la jupe de son tailleur fait que le chauffeur du taxi doit accéder à sa demande et lui mettre la main au postérieur pour espérer l'avoir expulsé hors de son véhicule. Ils rigolent si franchement tous les deux que la bouche du chauffeur semble aussi large que la portière. Rosette pleure carrément de rire. On pourrait s'y laisser prendre et les croire amis de longue date. Dominique sait qu'il n'en est rien. Elle est tentée de partager cette hilarité, mais se retiendra, se sachant incapable de maîtriser un fou rire s'il est partagé. Chacun sait que la Brigade internationale contre le trafic et l'espionnage se situe au 684 rue du Grand Empereur. Ne vous imaginez pas une large avenue aux immeubles cossus. Au contraire, la rue est étroite, sans grande animation, et le négligé du voisinage, peu engageant. Les bâtiments alignés sont plutôt modestes, sans caractère, résignés. Toute personne ayant, comme ces 2 femmes, osé faire la démarche, seront probablement envahies des mêmes doutes. Elles marquent un moment d'arrêt et s'observent un instant. Est-ce là notre terre promise ? Chacune lira dans le regard de l'autre la même détermination à aller jusqu'au bout de leur projet. Elles n'hésiteront pas une poignée de secondes. Il s'agit là de leur salut et celui de Joël. L'ultime et seul espoir de résoudre leur affaire. Dès qu'elles eurent gravi les 3 marches et poussé la porte d'entrée, nos 2 amies furent immédiatement saisies par le contraste. Stupéfaites, elles ont maintenant le sentiment d'avoir été trompées par l'aspect pauvre des abords et l'extérieur du bâtiment. Le hall qui les accueille reluit de propreté, de clarté et de luxe. Sous les hauts plafonds, les colonnes de marbre ressemblent à une forêt de lumière, comme un palais ou une cathédrale.
Ce lieu inspire le respect et invite à la méditation. Les deux femmes se sentent épiées par 100 000 lieux invisibles et ont soudain le sentiment de ne pas être à leur place. Dominique se sent flotter comme dans un rêve, en apesanteur entre félicité et suspicion. Rosette, qui en a pourtant vu d'autres, s'extasie. « Fichtre, c'est beau ici !» Toujours sous l'effet de la surprise, elles n'auront pas le temps de reprendre leurs esprits qu'une jeune et charmante hôtesse s'avance posément vers elles pour les accueillir. Rosette et Dominique s'expriment de concert. Elles parlent fort avec nervosité, désireuses de se faire entendre, chacune en priorité. L'une parle de statut, l'autre d'enterrement. Leurs propos impossibles à démêler sont aussi incohérents que farfelus. Puis la jeune femme se confond en humbles excuses et remerciements anticipés face à cette jeune employée qui n'est qu'intermédiaire. Dominique voudrait se décharger de son fardeau en racontant une fois pour toutes sa version des faits. Elle aimerait ensuite se laisser râler simplement dans l'attente d'un dénouement heureux. De son côté, Rosette ouvre sans pudeur son grand sac au milieu du hall, pour preuve et illustrer ses dires. Curieusement, l'hôtesse n'affiche aucun trouble ni étonnement. Elle attend, détendue, le moment opportun pour les prier, fort aimablement, de bien vouloir la suivre. Toutes trois arpentent les couloirs feutrés sans croiser qui que ce soit. Il est prévu qu'au siège de la Bicte, aucun itinéraire ne se croise. Vous n'apercevrez personne d'autre que l'hôtesse et l'agent qui s'occupera de vous. Votre démarche restera secrète. Personne ne vous verra. Votre identité vous sera demandée uniquement par l'agent, quand il aura accepté de traiter votre affaire. Si toutefois votre dossier ne concerne pas la Bicte, vous serez raccompagné à l'extérieur de l'immeuble. Il se peut alors que l'on vous guide, le cas échéant, vers un autre organisme. Vous sortirez alors par une autre issue, débouchant sur une autre avenue. L'hôtesse, suivie en enfilade par les deux amis, s'arrête brusquement devant une porte anonyme, ne portant même pas de numéro. Elle l'ouvre sans frapper et s'efface discrètement pour laisser entrer les visiteuses et leur chargement. Toutes deux intimidées, découvrent alors une salle d'attente de taille modeste mais fleurie et coquette, où deux fauteuils Louis XV semblent leur tendre les bras. « Si vous voulez bien patienter un instant, un de nos agents va vous recevoir. » La jeune femme referme la porte sur un sourire charmeur, laissant là Rosette et Dominique seuls. Seuls, c'est du moins ce qu'elle croit, car depuis leur arrivée et jusqu'à leur départ, où qu'elles se trouvent dans ce bâtiment, la moindre de leurs paroles, le moindre de leurs soupirs, de leurs gestes, est filmé et enregistré. Au sous-sol, une dizaine d'agents, tels des insectes, exploitent tout ce qui va se faire et se dire durant leur séjour. Chacun de leurs propos sera contrôlé sur le champ. Elle porte déjà un matricule et cette affaire un numéro de dossier. Les informations, récoltées en Suisse, étant remontées en temps réel au centre parisien, elles étaient en quelque sorte attendues. Leurs chaussures, pointure, origine, degré d'usure et même les particules de terre qui s'en dégagent sont déjà photographiées, analysées, interprétées. Il en sera de même très bientôt pour leurs vêtements. Ces seuls éléments révéleront également de nombreux détails. En revanche, Rosette et Dominique, égarés dans leurs pensées, s'ignorent, comme deux étrangères en attente d'être présentées l'une à l'autre. À croire que la décision prise à la poste soit toujours de rigueur. Elles n'échangeront pas un seul mot. Moins de 5 minutes s'écoulent avant qu'un petit homme rondouillard n'ouvre l'autre porte. Il invite ces dames à pénétrer dans son bureau. Une pièce nue, lumineuse et calme. Cependant très agréable car en harmonie avec le reste du bâtiment. Après avoir déposé leur paquetage à même le sol, elles s'asseyent à nouveau dans des fauteuils d'un style indéfini,
encore plus confortable. L'homme est court, humble d'apparence, comme on en connaît 100. Le genre d'individu semble emmener une vie d'horloge auquel vous vous confesseriez volontiers. Celui qui peut tout entendre, un frère pour l'une, un père pour l'autre. Ce qui laisse penser que l'homme est aimable, outre sa physionomie bon enfant, c'est ce petit gilet de laine beige. Il faut que des doigts amoureux l'aient point par point tricoté, afin de protéger son ventre confortable des courants d'air, en plein été, au fond de ce bureau. Faut-il qu'il soit gentil, ce petit homme, pour être de cette façon aimé et pour avoir consenti à le porter? Ce personnage sera donc seul à les recevoir et à les questionner. À son contact, Rosette et Dominique s'expriment avec calme cette fois, chacune à son tour, chacune à sa façon. Monsieur Tout-le-Monde fait maintenant craquer son stylo plume sur un papier officiel. Il s'applique au haut relevé de notes néanmoins inutiles. Il questionnera encore, tentant d'obtenir un détail oublié. Elles seront ensuite séparées dans le but d'être confondues. Dominique est d'abord prié de retourner en salle d'attente pendant qu'il écoutera Rosette seule. Faisant maintenant sa sucrée, celle-ci se racontera à nouveau. Après avoir fait jurer son interlocuteur, elle repleurera toutes les larmes de son corps en relatant ses déboires, tandis que l'employé de bureau danse d'une façon singulière sur son fauteuil. Il patientera in tempore opportuna qu'elle daigne lui confier tous ses justificatifs, statuts, papiers personnels, livrets de famille et bien entendu les fameuses coupures de presse. Autant dire demander à Rosette de s'amputer d'un bras. Ce ne fut pas une mince affaire. Il fallut à nouveau prêter serment dans les règles. Puis, ce fut le tour de Dominique. Elle affrontera, seule, le questionnaire de l'agent. Bien sûr qu'ils savent tout. Ils connaissent les torts de ses parents et savent qu'il ne s'agit nullement de son crime. Le fait qu'elle soit là aujourd'hui devant eux confirme l'impression qui les avait amenés à l'innocenter totalement, 2 années plus tôt. Il n'en fut même pas question. Les nouveaux drames dont elle vient d'évoquer si douloureusement le souvenir la laissent toute triste quelques minutes. Puis vint l'instant où elle dut également se dessaisir du passeport de Joe, qu'elle gardait dans l'espoir de lui rendre en main propre, la 3e statue, l'encre marine du Pouffine, de même que tous ses souvenirs et toutes ses impressions. Ensuite, on les réunit à nouveau, et les questions furent posées à contresens dans le but de les déstabiliser. À ce moment, Rosette commence à montrer des signes d'irritabilité, tandis que Dominique se demande si elle n'est pas tombée dans une maison de fous. Cela fait maintenant au moins 4 fois que chacune raconte la même histoire, ce qui commence à lasser sérieusement. Elles n'ont pas que ça à faire. Si on ne veut pas les croire, qu'on leur rende leurs affaires et qu'on les laisse partir. Peu importe où et dans quelles conditions. Monsieur, ces dames en ont marre de vos questions suspicieuses. C'est précisément ce degré d'exaspération que le petit homme comptait atteindre. Le moment où les honnêtes gens n'en peuvent plus de se sentir suspectés. À compter de cet instant, la tension va retomber. Les 2 femmes peuvent dès lors se considérer comme invitées. On les installe dans des chambres communicantes luxueuses, chacune équipée, entre autres, d'une salle de bain high-tech. Comme dans un rêve, rien à voir avec le cabinet de toilette buanderie de Rosette ou la douche collective de l'étage du personnel au Toupin. Elles y trouveront le nécessaire de toilette le plus raffiné, des sels de bain, de véritables parfums, des serviettes moelleuses, même des pantoufles et des peignoirs élégants. Elles commandent maintenant leur repas par téléphone, le choix fait sur une carte gastronomique, tarif en moins bien entendu. Elles sont condamnées à rester là, le temps que toute cette affaire soit élucidée. Sans détail, on les a rassurées à propos de Joël. Mais de nombreux points sombres restent encore à éclaircir. Il compte bien capturer le monstre sanguinaire.
Ce qui sera filmé et enregistré maintenant confirmera l'impression déjà faite à leur sujet. Deux braves personnes ayant eu l'excellent réflexe de frapper à la bonne porte. Leur démarche permettra à la BICT de déjouer un nouveau trafic. Toutes les pièces justificatives confiées par les deux femmes sont maintenant au sous-sol pour expertise. Une fois passées au rayon X, les statuts seront brisés. Elles étaient truffées de microfilms, apparemment destinés à différents commanditaires. La planète entière devrait s'en sentir soulagée puisqu'échappant à un crash financier et peut-être même à un conflit mondial à court terme. Le procédé était fort simple, comme sont souvent les secrets de la réussite. Les microfilms étaient déposés dans des petites boîtes adaptées, un peu comme celles des rouleaux de pellicule. Il faut savoir qu'une pièce de terre crue doit nécessairement être creuse en son centre avant le séchage qui précède la cuisson. Les statues, une fois cuites, étaient retournées à l'envers, les boîtes garnies venaient s'y placer au cœur. Il suffisait alors de couler un enduit au fond pour les fixer et les masquer. Après séchage, il ne restait plus qu'à les expédier ou les livrer aux amateurs non pas d'œuvres d'art, mais de renseignements top secrets. La pièce représentant la femme à genoux était farcie d'informations concernant la recherche. Les plus grands scientifiques étaient cités, leurs expériences mises à nu et détaillées sans code. La statue du nu féminin allongé contenait des microfilms sur la finance, des secrets fiscaux. De gros contrats internationaux en négociation y sont dévoilés sans pudeur. Des initiés exposant leurs projets paradent sans appréhension. La statue de femme debout, quant à elle, regorgeait d'informations concernant la défense et l'armement. Dévoiler de tels documents, comme étant une forme de relative défaillance, aurait à coup sûr menacé l'équilibre de notre pays et sa crédibilité aux tables de négociations étrangères. Il est encore trop tôt pour savoir si le couple David-Davidson bénéficiait de complicité au sein des ministères. Christopher Davidson, en tant que décorateur, a pu tout à loisir placer des caméras et des microfilms un peu partout. À première vue, son réseau couvre les ambassades, les ministères, les laboratoires, la banque centrale, les grands restaurants. Il a de plus eu l'opportunité d'équiper quelques particuliers qui ont eu la négligence de l'introduire chez eux. À un coût aristocratique, petits fours et champagne à la main, ils décoraient royalement leurs intérieurs, qui n'avaient alors plus aucun secret. Les bureaux de la BICT ont reçu très récemment une offre de service émanant précisément de cet artiste très en vogue. Devant un refus de la brigade, M. Davidson avait fait une seconde proposition. Il offrait cette fois de décorer les lieux selon ses codes indiscutés et gracieusement. Honoré, prétendait-il, d'ajouter à son catalogue le prestigieux endroit. Les motifs de leur refus n'étant pas d'ordre matériel, la BICT n'avait simplement pas donné de suite favorable. Ils se souviennent même avoir jugé cette relance cavalière et saisissent maintenant l'importance que représentait leur site pour les malfaiteurs. Le fait que le fils David et Christopher soient en fait la même personne aurait pu leur échapper encore longtemps. Aujourd'hui, grâce à Rosette et Dominique, la culpabilité de la famille David ne fait aucun doute. Ils ont d'ailleurs fait l'objet de soupçons récents. Leur train de vie aura suscité quelques jalousies dans leur entourage et ont été ciblés par une lettre anonyme de dénonciation. Ce type de correspondance sans fondement pourrait être exploité par la BICT si elle n'était pas ce qu'elle est, très occupée et impartiale. Il leur faut une visite dans leurs locaux ou, au minimum, une lettre sérieuse accompagnée de preuves pour intervenir. Ce courrier avait donc été classé sans suite, mais conservé parmi tant d'autres dans un dossier particulier. De longues heures nocturnes, des échanges de fax et même la voix du Premier ministre en personne seront nécessaires pour convaincre les autorités locales
de mettre en place un dispositif permettant une interpellation dans les règles. Dès l'aube, au lendemain de la cérémonie mortuaire, ces messieurs se verront arrêtés à leur domicile dans la plus grande discrétion. Ils seront ensuite incarcérés dans un quartier de haute surveillance, en attendant que l'on décide de leur sort. Dès lors, ils ne sont plus rien. Leur vie ne leur appartient plus. Michel fut appréhendé lui aussi en fin de matinée, alors qu'il poussait une mobilette, tout juste empruntée, dont le propriétaire légal avait négligé de faire le plein. Il se rendait chez les David afin de leur faire part de son inquiétude face à la défaillance de Joe. Cet imbécile a choisi le seul garçon qu'il ne fallait pas pour cette mission. Ce Michel, décidément, ne vaut pas grand-chose, même au royaume des vauriens. À moins qu'une telle infortune ne soit le résultat d'une alliance astrale, aussi exceptionnelle que désastreuse.